Essayer d'être plus optimiste, puisque le cancer du poumon est une maladie qui rend généralement pessimiste. Donc je vais essayer d'être optimiste, puisque l'IFCT, c'est un très très gros effort qui existe depuis, vous voyez, presque 20 ans, pas encore, 20 ans l'année prochaine. Donc en 1997-98, il y avait beaucoup de gens qui étaient enthousiastes pour la recherche clinique dans les cancers bronchiques, mais qui étaient, on va dire, éparpillés dans plusieurs groupes, plusieurs structures. Certaines structures étaient franco-françaises, d'autres franco-belges dans le nord de la France, d'autres franco-suisses, par exemple, dans ce qui me concernait. Et donc tout ceci, toute cette bonne volonté n'aboutissait qu'à des essais de très petite taille et donc nécessité de réfléchir pour avoir une ambition de recherche plus importante, de se fédérer, de se structurer. Et donc il ne s'agissait pas pour ne pas briser les chapelles, il ne s'agissait pas de créer un nouveau groupe, parce que ça, on se serait tout de suite heurté aux ambitions des uns et des autres, et on a décidé de créer une structure fédérative qui s'appelle l'intergroupe. Donc cet intergroupe francophone de cancérologie thoracique, j'insiste sur francophone, F, c'est pas français, c'est francophone, donc on a des adhérents de différents pays francophones. Donc création en 1999 de l'intergroupe. Le temps de régler quelques affaires, en 2000, on commence les premiers essais thérapeutiques. Le premier protocole est donc ouvert en début 2001, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons commencé à nous intéresser à d'autres études que les essais interventionnels. Une première étude épidémiologique en 2002. Et puis ensuite, une de nos marques de fabrique qui est très importante pour nous, c'est les études translationnelles, parce qu'on essaye d'associer toutes nos études, qu'elles soient des études cliniques ou des études épidémiologiques, avec une partie translationnelle, afin de faire avancer d'autres thématiques que les thématiques uniquement du clinicien. Donc vous voyez, 2002, première étude translationnelle. Ensuite, en 2004, on prend une décision très importante, puisque notre taille grossissait, que la législation aussi devenait de plus en plus, on va dire pas contraignante, mais en tout cas bien organisée. Nous avons décidé d'assurer nous-mêmes la promotion de toutes nos études cliniques. Et donc, ça veut dire que nous assurons aujourd'hui toute la promotion. Et ça pose un certain nombre de problèmes dont on pourra parler, notamment pour les PHRC, puisque les PHRC sont à promotion institutionnelle et pas sur des groupes académiques. Mais donc, là, nous assurons notre promotion actuellement. Ensuite, deuxième étape, reconnaissance par la Ligue nationale contre le cancer en 2008. 2010, c'est nos premières communications à l'ASCO. Vous voyez, pour faire vivre quelque chose, même avec une tumeur fréquente, il faut bien partir sur une échelle de temps assez suffisante, donc 10 ans pour avoir les premiers papiers à l'ASCO. 2011, premier Lancet. 2012, l'INCA nous donne une labellisation, ça c'est quelque chose de très important pour nous et auquel on tient. En 2011, toujours un très très gros succès, ce que les Américains appelaient le French coup de force, c'est-à-dire 19 000 patients inclus dans une étude totalement translationnelle de génétique moléculaire sur les 7 marqueurs de la biomarqueur recommandés par l'INCA. Cette étude vient d'être publiée très récemment dans le Lancet. Et puis là, nous sommes passés en rythme, on va dire, de croisière, avec 17 essais cliniques en cours, à peu près tous les ans, 1 millier de patients à peu près inclus chaque année. Et puis l'année dernière, eh bien, plusieurs communications orales à l'ASCO, des études publiées, donc je vous l'ai dit, Biomarqueur France dans le Lancet en début d'année, et MAPS, qui est une étude sur les mésothéliums, une autre type de tumeur thoracique, tumeur de la plèvre, un deuxième Lancet en début d'année. Donc tout ceci fait que notre intergroupe, est une structure qui prend un essor important, est une structure qui a la confiance des tutelles, et petit à petit, je vais essayer de vous expliquer un peu à quoi correspond l'IFCT. À quoi correspond. Alors, sur le plan organisation, c'est très démocratique. Il y a un conseil d'administration de membres élus. Alors, le collège électoral, ceux qui votent, c'est évidemment ceux qui sont membres, donc qui ont été cooptés par les autres et qui sont à jour de leur constitution. Donc, il y a aujourd'hui 451 membres qui sont répartis sur, vous voyez, 303 centres investigateurs, donc des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers généraux, des centres de lutte contre le cancer, des structures libérales.
vous voyez une grosse frange de l'activité de cancérologie thoracique française. Le conseil d'administration donc, élit en son sein un président. J'ai la charge de cette présidence depuis l'année dernière. Nous désignons un conseil scientifique qui a la charge d'examiner l'ensemble des projets et de rendre un avis autorisé sur les projets qui nous sont soumis, chaque projet pouvant être un projet qui vient de l'extérieur, en particulier les projets transactionnels sont examinés par le conseil scientifique, ou alors un projet qui émane de groupes de travail que nos membres ont créés. Donc chaque mois, on a des demandes de membres qui ont une idée, et cette idée, ce n'est pas l'idée d'une personne. Celui qui a une idée, il a une idée d'un groupe de travail, et ensuite vont se coller à lui tous ceux qui ont une idée comparable ou qui veulent défendre la même question scientifique. Et au terme de ça, il y a un projet, un synopsis qui est soumis au conseil scientifique. Le conseil scientifique nous donne un avis et nous, on dit ensuite go ou no go en fonction de l'intérêt pour la structure et puis surtout des capacités ensuite de mener à bien cette étude et aussi de la faire financer. Alors pour faire tourner comme ça tout ça, on a du personnel. Il y a 19 personnes temps plein, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ça, 19, c'est ce qui se passe actuellement. Alors pour loger tout ce monde, je vous montrerai, on a des locaux à Paris, et ces 19 personnes, pour certaines, se déplacent pour faire des visites sur site. Donc c'est un peu comme les industriels qui ont des CRO qui vont sur site vérifier la qualité des données saisies par les investigateurs. Ben là c'est pareil, on a des ARC qui se déplacent sur site et qui vont donner un avis sur des dossiers, qui vont parfois pour certains cas aider au remplissage. Alors voilà l'organigramme, vous voyez un organigramme qui est un peu complexe. Donc vous avez le bureau, la présidence, vous avez le conseil scientifique là, le conseil d'administration, et puis l'ensemble des missions de l'unité de recherche clinique qui sont des missions type CRO. Donc vous avez un directeur, une assistante de direction qui assure la veille réglementaire et tous les liens en direction des appels d'offres, etc. Vous avez un secteur biostatistique, un secteur biologie et cohorte, parce que ça, c'est vraiment très, très important, puisque nous avons des collections biologiques, de l'informatique data management, de la pharmacovigilance pour être aux normes de l'EMA, et puis ensuite différentes missions d'ARC qui vont regarder, qui vont aller sur le terrain pour essayer de répondre aux missions qui leur sont confiées. Voilà nos locaux. Alors, donc on a été pendant très longtemps logé avec la Société française de pneumologie, la Société plutôt de pneumologie de langue française que Boulevard Saint-Michel. Et puis, très rapidement, quand on est passé de 4 à 5 personnes, 40 mètres carrés, c'était plus suffisant. Et on a eu la chance de trouver des locaux assez confortables. Alors, très bien situés, c'est à côté de Drouot. Alors, si on aime l'art, on est parfait. Il suffit d'aller faire les boutiques tout autour. Il y a plein de choses à trouver. Bon, en tout cas, on a des locaux très agréables qui nous permettent, d'une part, d'héberger tous les salariés. Ça, c'est important. D'autre part, de nous réunir et réunir les groupes de travail et faire des formations, parce que vous allez voir qu'une de nos caractéristiques, c'est de travailler beaucoup sur la formation de nos investigateurs. La gouvernance, donc une gouvernance scientifique, donc avec des groupes de travail qui vont gérer les différentes thématiques, des recommandations, comme je vous l'ai dit, émises par le conseil scientifique et qui ensuite sont restituées au conseil d'administration. Le conseil d'administration donc donne un go, no go. Le conseil d'administration lui-même doit être totalement transparent vis-à-vis de la société civile, et donc nous avons publié sur notre site web nos liens d'intérêt. Et puis tout ceci tourne. Le conseil scientifique s'est renouvelé par étape de 2 ans, et pareil pour le conseil d'administration. Donc tous les 2 ans, il y a des élections, et ce qui permet d'assurer un fonctionnement totalement transparent et démocratique de nos institutions. Alors, on a que je vous disais, toutes nos études sont promues. Effectivement, actuellement, c'est 82%, parce qu'on a quand même quelques reliquats d'études anciennes qui sont à promotion non IFCT. Sur le plan de nos ressources, puisque avec un personnel comme ça, vous voyez qu'on a besoin quand même de payer tout le monde, on a des ressources qui sont contrôlées par le trésorier du conseil d'administration, qui sont certifiées. On a un commissaire aux comptes lyonnais qui vient chaque année nous certifier nos comptes. Les comptes sont publiés au JO et notre rapport d'activité, rapport financier, est disponible sur notre site internet, ce qui là encore est gage de transparence, qui
par les jours actuels, est toujours très, très nécessaire. Alors voilà le type d'études que nous entreprenons. Donc vous voyez, il y a 3 bras. Ça correspond à peu près aux types principaux de tumeurs. Ça ressemble, je pense que ça ressemble à ce que vous a montré Jean-Marc tout à l'heure sur les tumeurs digestives. On part d'un gros groupe. Là, au départ, oncologie pulmonaire, c'est à peu près 35 000 cancers. Et puis ensuite, vous déclinez. Et puis vous avez des groupes plus ou moins grands. Donc déjà, la première segmentation, c'est qu'on met de côté les mésothéliums. Les mésothéliums, c'est une thématique que nous avons extrêmement à cœur, puisque c'est une maladie un peu injuste, c'est une maladie environnementale et liée à l'activité professionnelle. Donc c'est une maladie sur laquelle on teste des stratégies. Et donc là, actuellement, on vient de terminer un papier sur les anti-angiogènes et on attaque une nouvelle étude, MAPS2, sur les nouveaux traitements de modulation de l'immunité dans cette indication. Ensuite, un autre groupe, au milieu, les cancers à petites cellules. Alors ça, c'est une maladie dont certains ont dit qu'elle se retirerait invaincue. Effectivement, elle est moins fréquente que c'était il y a 20 ans, mais ça représente encore, grosso modo, entre 10 et 12% des cancers bronchiques. C'est une maladie assez rare, assez grave plutôt, généralement chimiosensible, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc, il y a nécessité de stratégies nouvelles. Donc là encore, on s'est largement inscrit dans l'immunité, avec une chimiothérapie associée à des modulateurs d'immunité. Et vous voyez par exemple cet essai ITOP-IFCT. Donc l'ITOP, c'est une plateforme de recherche européenne. Et donc là, c'est une étude que nous menons en coopération pour pouvoir inclure assez rapidement beaucoup de patients. Ensuite, le gros morceau, le cœur de notre activité, c'est les cancers bronchiques non à petites cellules, par séparation avec les petites cellules. Et là, vous voyez, on a une multitude d'études qui concernent les différents stades de la maladie, depuis les stades opérables jusqu'aux stades les plus tardifs. Et on va même, pour les groupes de travail qui sont actuellement en cours, ce n'est pas sur la diapo, mais on a déjà un groupe de travail qui réfléchit sur l'amélioration de la prise en charge de fin de vie. Donc on envisage le patient depuis les formes opérables guérissables jusqu'aux formes les plus avancées. Et donc on essaye d'apporter notre contribution dans ces différents stades. Alors, ce que je vous disais, notre marque de fabrique, c'est les études translationnelles. On y tient beaucoup parce que la majorité d'entre nous sommes des universitaires. Nous sommes des universitaires généralement rattachés à l'INSERM ou à d'autres EPST. Et donc, c'était l'occasion inespérée de pouvoir attirer vers nous les talents des chercheurs pour qu'ils, s'ils ont une idée, qu'ils puissent éventuellement nous la transmettre pour qu'on puisse éventuellement nous mettre en phase et voir s'il y a un essai clinique qui correspond. Donc, beaucoup d'études translationnelles qui sont faites en coordination avec des unités INSERM ou CNRS. Alors, le principe est toujours le même. Il y a une idée, il y a un groupe de travail, et puis après, on définit un certain nombre de work packages, c'est-à-dire on dit, ben voilà, il y a un work package sur la génomique, il y a un work package sur l'ARN, il y a un work package sur ci, sur ça. Et ensuite, on essaie de trouver des équipes qui peuvent répondre à l'appel. Et ce n'est pas simplement lever le doigt, c'est aussi nous aider à trouver les sous pour pouvoir répondre à ces différentes choses. Moyennant quoi, ça marche relativement bien. Pour ensuite, une fois qu'on a mis tout cela en place, alors ensuite on assure la logistique au niveau des centres. Les investigateurs reçoivent tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des prélèvements de qualité. Et donc, il y a des kits tout prêts. Par exemple, pour l'ADN circulant, on envoie des kits tout prêts, tout est préparé, etc., stocké. Et nous avons deux prestataires de conservation, de cryopréservation, qui nous assurent la sauvegarde de tous ces échantillons. Alors, vous allez me dire, pourquoi deux ? Deux, parce qu'on voulait être indépendant, donc on a pris deux prestataires privés. L'un pouvant faire faillite, il était important qu'il y ait une sorte de miroir de l'un par rapport à l'autre. Et donc, les prélèvements sont envoyés sur deux sites, donc un qui est proche de Marseille et l'autre qui est proche de Clermont-Ferrand. Et dans ces deux sites, eh bien, nos prélèvements font l'objet d'un certain processing, notamment la cryopréservation, mais ensuite il y a toute une série de prestations sur l'extraction d'ADN, ARN, etc. Donc ça, c'est un point très important. Et donc, on a pas mal de prélèvements avec toutes les données qui sont attachées et qui peuvent ensuite être utilisées dans les différentes thématiques que nous avons choisies.
Alors voilà à peu près les capacités d'inclusion de l'IFCT. Donc vous voyez 451 structures hospitalières, privées, publiques, etc. Tout le monde, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, tout le monde ne recrute pas au maximum. Donc il y a nécessité toujours de pousser un maximum les centres, les investigateurs. Vous allez voir qu'on a un certain nombre d'idées à ce sujet. Mais bon, normalement, on approche 800 patients, 1000 patients par an. Et c'est là encore pas assez par rapport aux 30 000 patients qui sont porteurs de cancer du poumon, mais ça nous permet quand même d'assurer une activité de recherche qui est appréciée au niveau international. Voilà notre activité de publication. Vous voyez, depuis nos débuts, eh bien, c'est une activité qui a maintenant atteint un plateau avec une dizaine de publications internationales chaque année. Donc ça, c'est probablement ce marqueur-là qui a permis de nous assurer la confiance des tutelles et notamment de l'INCa. Alors on a un certain nombre justement de coopérations avec l'INCa sur des sticks, donc par exemple hermétique, le nom est hermétique, mais en fait c'est une étude dans laquelle on a fait une grosse démarche d'assurance qualité sur les évaluations de l'EGFR en France, et ça c'est une des études qui a servi de base ensuite à l'étude Biomarqueur France. Dans le PNES poumon, où il y a eu toute une sorte d'étude sur les stades précoces, faite par l'INCa. MAPS, c'était un PHRC qui a été co-géré avec l'INCa. Predict AMM, c'est un stick qui date de 2009. Pareil, on est en train de revoir un grand nombre de biomarqueurs qui sont utilisés dans le quotidien pour voir s'ils ont un intérêt comme facteur prédictif d'efficacité de la chimiothérapie et pour voir pour les nouveaux traitements de l'immunothérapie. TASTE, c'est une étude interventionnelle dans laquelle on fait du choix de chimiothérapie et de thérapeutique ciblée en fonction du profil biologique. Lungart, c'est un essai européen avec le RTC. Vous voyez, RTEP7, pareil, c'est un essai européen, là aussi avec le RTC. Donc vous voyez beaucoup de collaborations qui sont très très importantes pour assurer un pool de recrutement important et des études rapidement menées à bien. Et puis, on a des collaborations internationales majeures. Par exemple, actuellement, on a une étude d'immunothérapie avec le National Cancer Institute du Canada et l'ETOP, dont on a parlé, qui est une plateforme européenne. Et puis, et ça, c'est un des fleurons de l'INCa, c'est tous ces groupes sur les tumeurs rares. Et donc, nous sommes partie prenante du réseau rythmique. Le réseau rythmique, c'est le réseau de prise en charge des tumeurs thymiques de l'adulte. Et donc, toutes les tumeurs thymiques sont des tumeurs rares, sont étudiées. Les décisions thérapeutiques sont prises dans des réunions de concertation pluridisciplinaires spécialisées. Mais au-delà de ça, il y a tout un travail de collecte de données, d'analyse de ces données. Et ça, c'est l'IFCT qui a cette mission. Et cette mission est manifestement un succès parce que régulièrement, il y a des présentations à l'ASCO sur ce thème. Alors, nos perspectives, c'est continuer bien évidemment la recherche, mais une nuance pour que les idées soient claires dans l'esprit de tout le monde, c'est qu'on ne remplacera pas les industriels. Nous voyons un petit peu comme les intergroupes américains qui font ce qui est académique, les questions qui n'intéressent pas les industriels. Les industriels, eux, ont leur problématique, qui est une problématique de développement des médicaments. Ça, ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, ce n'est pas de développer des médicaments. Notre cœur de métier, c'est de voir quelles indications qui n'intéressent pas les industriels peut être étudiées. Par exemple, l'immunothérapie et les mésothéliums, c'est une indication dans laquelle ça peut ne pas intéresser les industriels. L'angiogénèse et les mésothéliums, ça n'intéressait pas clairement les industriels, mais nous avons réussi à montrer l'intérêt de l'angiogénèse dans les mésothéliums. Donc notre but, c'est d'être finalement en parallèle avec les industriels sur des thématiques qui ne les intéressent pas, qui ne sont pas des thématiques mainstream. Deuxièmement, il faut faire des études de stratégie, de comparaison de différentes stratégies établies. Donc ça, c'est notre rôle. Parfois même, il y a des produits innovants dedans, mais ce n'est pas le problème, c'est des stratégies avec des produits déjà établis. Études sur des populations inhabituelles, bien sûr, donc les patients âgés, parce que ça n'intéresse pas forcément, là encore, les gros groupes industriels. Les patients atteints de pathologies associées, par exemple le VIH,
Eh bien là, on a une étude qui va être présentée à l'ASCO, dans laquelle c'est le cancer des patients VIH qui est le sujet, le cœur de cible. Les patients fragiles, OMS2, OMS3, là encore, ces patients excluent les études, et donc c'est typiquement le sujet de l'IFCT. Bien évidemment, les études translationnelles, je vous en ai parlé. Alors, on essaye de s'insérer sur le dépistage. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et puis, l'application courante des innovations, les STIC, c'est typiquement dans le rôle de l'IFCT. Alors, dans nos perspectives, eh bien, on a un gros effort pour essayer d'encourager la qualité de la recherche. Et on cherche très clairement à favoriser l'émergence de jeunes chercheurs. Donc, on a une bourse annuelle suivant les années, entre 20 et 30 000 euros pour financer des jeunes chercheurs qui vont s'intéresser à des thèmes cliniques et des thèmes transactionnels. On encourage évidemment la création de groupes de travail. On participe beaucoup à la formation des équipes soignantes sur la recherche, c'est-à-dire qu'on participe à la formation des ARC, c'est la formation ARTEC, et la formation des investigateurs, formation Invest. Alors vous allez me dire comment on forme les investigateurs. Puis on va leur expliquer la réglementation, on va leur expliquer un certain nombre de choses. Et puis, surtout, on leur apprend, on les met dans des situations difficiles dans lesquelles ils doivent expliquer à un pseudo-malade, qui est en fait une actrice. L'actrice va jouer le rôle d'une malade avec différents stéréotypes de patients. Et les médecins qui sont là à la formation sont là pour essayer, on va dire, de proposer le formulaire de consentement de différentes études. Alors déjà, il faut qu'ils connaissent nos études. Et on lui dit, voilà, en face de toi, tu as une dame, par exemple, 70 ans, elle a un cancer du poumon, il faut lui proposer telle étude. Alors le gars rentre dans la salle de consultation, qui est dans nos locaux, une fausse salle de consultation. Il y a l'actrice qui rentre, une actrice qui est parfaite, qui joue très très bien le rôle de malade divers et variés. Et donc, généralement, son rôle, c'est d'arriver à mettre en difficulté le médecin en question. Et puis, évidemment, tout ça est filmé et toute la salle, un étage en dessous, toute la salle, un étage en dessous, voit ce qui se passe. Et ensuite, il y a une espèce de restitution. Et c'est ainsi de suite que nos ARC sont formés, nos investigateurs sont formés à la remise du consentement éclairé, à l'obtention du consentement des patients. Et je pense que ça les aide beaucoup. Ils se sentent beaucoup plus déniaisés une fois qu'ils ont fait cette formation. Ensuite, on essaye bien évidemment d'accroître la communication avec les patients et le grand public, donc avec la Ligue notamment. On participe avec l'INCa au guide patient, et puis on a un site internet et une e-lettre qui sont accessibles en ligne. Alors évidemment, on a des réunions nationales, nos journées annuelles en juin, on participe aux journées de la Société française du cancer, là encore en juin. On a nos journées dites EFOT en septembre, c'est des journées à destination des hôpitaux généraux, de formation continue. On a les journées translationnelles en janvier où il y a une grosse participation industrielle pour essayer de se mettre d'accord sur les grandes thématiques de translationnel. Et puis nos formations Artec et Invest dont je vous ai parlé. Je crois que c'est la dernière diapo, voilà, c'est la dernière avec notre site web que je vous invite à visiter. Il y a une partie privative pour nos membres, mais il y a beaucoup de choses accessibles et ça vous donne la gamme de tout ce que l'on fait et les perspectives de collaboration. Je vous remercie.